Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur l'excellente interview du professeur Raoult chez Morandini, ça déménage. Alors je vais passer très vite sur l'intro car cette vidéo est un peu longue et vous allez très vite vous rendre compte que le professeur Raoult était en feu. Prenez les popcorn tout de suite, ça va envoyer du très lourd. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs à ce sujet, je vous invite tous sur Odysée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Odysée, c'est comme YouTube mais sans absolument aucune censure et avec des récompenses pour aider tous vos créateurs favoris. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour pouvoir vous inscrire. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 28 000 sur ma nouvelle chaîne Odysée et de plus en plus de youtubeurs nous rejoignent tous les jours. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal pour mes vidéos quand elles sont démonétisées. Alors professeur Raoult, est-ce que d'après vous on va être encore reconfiné? Effectivement, on peut se poser la question de savoir si maintenant définitivement l'Europe de l'Ouest va vivre en restant à la maison. C'est une vraie question parce que nous on voit sur les données où on a essayé de gérer les choses, d'aider à gérer les choses raisonnablement. Il n'y a pas de changement de l'espérance de vie à Marseille dans le courant de l'année 2020 par rapport aux années précédentes. Donc on se demande jusqu'où ça peut aller cette terreur généralisée. Et oui, cette terreur généralisée qui a tué des dizaines de milliers de morts en France. Alors regardons tout de suite les statistiques officielles de l'INSEE pour le nombre de morts sur la période janvier-août des années 2017, 2018, 2019 et bien sûr 2020. Donc en 2017, nous avions 424 053 morts. En 2018, nous avions 435 270 morts. En 2019, nous avions 433 657 morts. Et en 2020, nous avons 437 127 morts, soit environ le même nombre de morts depuis 3 ans. Alors attention YouTube, je ne nie pas l'épidémie. Mais a-t-elle tué autant de gens qu'on le dit? C'est une autre question. Même Véran a reconnu devant la commission du Sénat que les morts comptabilisés dans le coronavirus étaient positifs au coronavirus, mais n'étaient pas forcément morts du coronavirus. Bah oui, parce que l'âge médian de mortalité est de 84 ans avec des comorbidités. On est quand même surpris de voir à la télévision votre discours et de voir d'autres discours qui sont totalement opposés de la part de médecins, de la part de professeurs, de la part du ministre de la Santé en particulier, qui lui a un discours beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus alarmiste. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve, nous? On a beaucoup de mal à s'y retrouver, à savoir, est-ce que c'est grave ce qui est en train d'arriver? Est-ce que c'est pas si grave que ça? Quand on voit les mesures qui sont prises, on est un peu paumé, pour être clair. Alors pour mieux vous éclairer, je vais vous mettre un petit extrait de la chaîne Tipeee qui va mieux vous éclairer sur le sujet. Écoutons ce que déclarait Olivier Véran le 9 mars 2020 sur BFM TV. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Ah ouais? Tu peux répéter là? C'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Voilà, j'avais pas mieux à dire, je vous ai mis le lien de la chaîne Tipeee dans les sources de cette vidéo. Donc Véran dit que c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Retenez bien ça et attendez, écoutez ce qu'il disait au printemps. Ce qui compte dans une épidémie, c'est le nombre de morts et maintenant en automne, ce qui compte dans une épidémie, c'est le nombre de cas. Ah oui, parce que pendant le printemps, on était à 1000 voire 1500 morts par jour. Et maintenant, on est environ à 60 morts par jour. Donc effectivement, ça fait beaucoup moins peur. Il disait aussi, il faut des plages dynamiques. Vous pouvez marcher, mais interdiction de s'asseoir. Alors que maintenant, il dit, si vous marchez, vous devez porter le masque. Si vous vous asseyez, vous pouvez l'enlever. Comme disait Pascal Praud, on est chez les maboules, les tabayos. Vous êtes victime et coupable, c'est-à-dire que vous parlez de ça sans arrêt, donc dans votre cirque, là, vous devez faire parler tout le monde et n'importe qui, et les gens sont contents de venir vous parler. Vous savez que c'est pas ma nature, pour pouvoir réussir à me faire parler, il faut vraiment me tirer par les cheveux. Je pense qu'il y a trop de gens qui donnent leur avis. Moi, si vous me demandiez mon avis aussi sur la composition de l'équipe de foot de France, je ne le donnerai pas, si vous voulez, parce que je parle que des choses que je connais. Et oui, alors écoutons un pseudo-philosophe qui se prend pour un scientifique. Que lui se pose en expert systématiquement, en particulier quand il dit n'importe quoi, oui, et il renvoie les autres à leur incompétence. Mais les 4000 personnes, par exemple, c'est ça. Moi, vraiment, je vous assure, j'ai aucun avis. Et j'ai écouté, par exemple, j'ai des amis. Elles auraient mangé des fraises Tagada, elles auraient guéri de la même manière. On est fou avec cette histoire. Raphaël, c'est dingue. Moi j'ai un ami. Elles auraient bu du café, c'était la même histoire. Voilà donc le grand Enthoven, un grand espoir de la médecine qui a publié plein d'études sur les fraises Tagada, le café et surtout la poudre de perlimpinpin. Je vous invite à regarder ma vidéo sur cette interview, vous allez voir, c'est très marrant. Mais on peut considérer que le ministre de la Santé, c'est de quoi il parle, professeur? Je ne sais pas ça, je pense encore une fois, je vous le dis,
dans ce pays, on communique trop, on parle trop, tout le monde a trop d'avis sur trop de choses, et si vous voulez, il y a une relation qui est bien entendu évidente et que vous allez comprendre, c'est que plus on parle, plus il y a de chances qu'on se contredise le lendemain. Alors écoutons un exemple de charmant ministre de la Santé qui veille sur nous et nous protège comme un loup protège ses moutons. Je tiens à préciser qu'il y a aussi des signes d'amélioration dans plusieurs endroits du territoire national. Il faut aussi prendre les bonnes nouvelles quand on peut les observer, signe que les mesures que nous mettons en œuvre pour lutter contre la circulation du virus et que les mesures qui sont prises d'ailleurs par les élus locaux d'eux-mêmes pour freiner la diffusion du virus sont efficaces. Voilà, donc en gros, le confinement est efficace, alors qu'au printemps, toujours selon le même gars, c'était dangereux. Et remarquez aussi comment à chaque fois qu'il y a une augmentation des cas, c'est la faute du peuple. Et quand il y a une diminution des cas, c'est grâce à eux. Franchement, comment ces gars peuvent se regarder encore dans le miroir? La honte ne tue pas, écoutez. Et on enregistre une amélioration sensible de la situation sanitaire à Nice, à Bordeaux. Une inflexion positive également est observée à Rennes, ainsi qu'à Aix-Marseille. Ouais, donc là, c'est grâce à leur pseudo-fermeture des bars et restaurants à Marseille et à Aix pendant une semaine que la situation s'est arrangée. Vous allez comprendre pourquoi c'est totalement ridicule un peu plus tard. Donc il faut être un peu avare en parole quand on n'a pas de données nouvelles, et vous voyez bien que après vous posez des questions aux gens sur des domaines qu'ils ne comprennent pas, y compris à moi, ou sur des domaines sur lesquels ils n'ont pas plus de savoir que vous ou que n'importe qui dans un bistrot. Alors il n'y a plus de conversation de bistrot, il faut les remplacer parce que les bistrots sont fermés, mais il faut faire attention à ne pas arriver à ce niveau de conversation. Alors écoutons cet exemple d'une conversation d'un gars qui aime bien se gratter le nez aussi. Je respecte le travail de tout le monde, ce qui ne veut pas dire que je respecte forcément les prises de parole intempestives des uns et des autres. Et je ne vise pas forcément M. Harout. Il y a sur des plateaux de télé des gens qui sont encore en train de nier l'épidémie. Puis vous avez sur des plateaux de télé des grands experts, PUPH, professeurs de médecine, qui il y a 3 semaines vous disaient que le virus ne tuait plus et que c'est pas vrai et qu'il n'y avait pas d'augmentation des cas, et qui maintenant vous disent qu'on a pris des mesures trop tard et qu'on est complètement incompétent. Alors voilà la grande et méchante deuxième vague de cas positifs que l'on peut voir qui est 4 fois supérieure à la vraie vague de l'épidémie. Et comme on peut voir aussi, le nombre de morts, lui, il décolle pas. Il a commencé à vouloir prendre son envol avec des morts qu'ils avaient soi-disant oubliés dans des hôpitaux pendant l'été, mais maintenant il se stabilise à environ 60 morts par jour. Alors que bizarrement, l'épidémie de grippe, elle, n'a toujours pas commencé en France. Vous avez dit par exemple dans une interview que vous avez fait qu'il n'y aurait pas de deuxième vague de ce Covid-19. Or aujourd'hui, on nous parle de deuxième vague. Non, monsieur Morandi, arrêtez de dire des bêtises. Voilà. C'est une bêtise. Donc si c'est pour me dire des bêtises, j'ai passé ma vie entière, à dire que je ne sais pas prédire l'avenir. Alors écoutons ce qu'il avait dit vraiment. Et on voit que cet épisode-là est en train de se résoudre, et qu'il n'y a nulle part de deuxième vague ou d'autres chameaux. C'est la courbe banale. Il y aura quelques cas sporadiques qui apparaîtront ici ou là. Voilà, comme on peut voir ici, même avec les cas qu'ils ont augmenté frauduleusement avec les morts oubliés d'hôpitaux, la deuxième bosse du chameau, elle est pas là. Ou alors c'est la deuxième bosse d'un chameau qui est très malade. Il s'est passé quelque chose entre mai et maintenant qui fait que les virus ont une beaucoup plus grande diversité génétique. Nous venons d'avoir un papier qui est en cours de publication qui montre que l'épisode de juillet-août était beaucoup moins sévère, même ici où il n'était pas extraordinairement sévère, que celui du printemps. Donc c'est quelque chose que dans cet épisode-là, toute une série de manifestations qui faisaient la gravité, en particulier les troubles de la coagulation, sont beaucoup plus faibles. Et comme on peut voir ici, la différence de mortalité entre les hôpitaux de Marseille est passée de 2,5% au printemps à 0,8% maintenant, soit 3 fois moins importante. Et à l'IHU, elle est passée de 0,6% à 0,1%, soit 6 fois moins importante. Voilà les vrais chiffres de Marseille, de l'épidémie qui détruit massivement notre économie, nos familles et notre futur. La nature du fait qu'on s'inquiète ou qu'on s'inquiète pas, elle dépend pas de moi ni de vous, elle dépend de notre nature. Il y a des gens qui sont inquiets et des gens qui le sont moins. Encore une fois, je vous le dis, à Marseille, ce virus n'a pas changé l'espérance de vie par rapport aux dernières années. D'accord ? Donc vous vous inquiétez si vous voulez, vous faites un peu ce que vous voulez, ça vous regarde. Elle a changé l'espérance de vie à Paris, probablement parce qu'il y a des différences de management qui ont été extrêmement importantes. Alors écoutons tout de suite un gars qui va nous détendre. Pas vivre dans la peur. Et j'ai pleinement conscience que ces messages répétés toutes les semaines, ils ont un côté anxiogène sur les Français, qui sont partagés entre la peur du virus et la peur de perdre l'emploi. L'idée n'est pas de rendre les gens anxiogènes. L'idée est d'armer les gens de connaissances et d'outils pour lutter avec efficacité contre la propagation du virus. Quand on ne connaît pas un ennemi,
non seulement on en a peur, mais on n'est pas efficace. Quand on connaît son ennemi et qu'on sait comment lutter, et chacun d'entre nous peut lutter contre la diffusion du virus. Et là, c'est la première fois que je suis d'accord avec le Véran. Quand on connaît son ennemi et qu'on sait lutter contre la diffusion du virus et que chacun d'entre nous peut lutter contre la diffusion du virus, alors je vais vous donner des indices. Notre ennemi vient de nous parler très récemment. Il porte un costard cravate qui coûte 6 mois de notre salaire et aime bien se gratter le nez. Ils ont des connaissances très rapprochées avec les banques d'investissement telles que les Rothschild et les Rockefeller. Maintenant qu'on a identifié le virus, on peut lutter ensemble pacifiquement contre sa diffusion en rejoignant l'association Bon Sens dont vous trouverez le lien dans la description qui est ci-dessous. Allez-y mes amis. Professeur Raoult, vous nous expliquez qu'à Marseille, en fait, les conséquences sont moins graves qu'à Paris, si je comprends bien. Pourtant, c'est à Marseille que les mesures les plus dures ont été prises en premier. Pourquoi? Est-ce que c'est un règlement de compte entre Olivier Véran et vous, simplement, et c'est les Marseillais qui en ont fait les frais, ou il y avait de vraies raisons pour prendre ces mesures? Écoutez, c'est une question qu'il faut poser à Olivier Véran. C'est pas moi qui ai pris c'est pas moi qui ai pris ces mesures, donc je vais pas vous les expliquer. Hein. Alors, est-ce que la fermeture des bars et des restaurants pour une semaine a eu un réel impact? On vient d'en parler. Marseille récupère donc ses restaurants. Est-ce que cela signifie que les mesures annoncées la semaine dernière ont été efficace? En réalité, il est beaucoup trop tôt pour le dire, parce qu'il faut au moins 15 jours entre des mesures et leur effet. Donc, à l'évidence, on ne peut absolument rien déduire à cause de la durée d'incubation, à cause de l'éventuelle hospitalisation. Voilà, donc en fait, on peut en déduire que nos amis marseillais ont sonné la révolte qui a fait plier le gouvernement. Amis marseillais, bravo. Nous devons garder tous notre fierté, notre solidarité, notre fraternité et continuer à vivre et à travailler pour sauver nos familles et nos emplois. Écoutez, je suis pas là pour exprimer mes sentiments. Vous savez, je suis un scientifique. Si vous voulez des données scientifiques, je veux bien vous les donner. Mes sentiments n'ont pas plus de signification ni de valeur que celle de la plupart des gens et vous avez suffisamment de gens pour donner des sentiments sans avoir de notions scientifiques. C'est pas la peine que ceux qui ont des notions scientifiques, vous les interrogez sur leurs sentiments. Alors écoutons un gars qui va parler avec ses sentiments. De façon générale, si on s'extrait 2 secondes de la crise sanitaire, je suis pour le coup franchement inquiet des dérives sur les réseaux sociaux. De la libération d'une parole violente, sous couvert d'anonymat, mais même pas tout le temps. Pas tout le temps. Et je suis inquiet de voir cette dérive, un peu à l'américaine qu'on critiquait dans l'Amérique pré-Trump il y a quelques années, et dont il faut constater qu'hélas, aujourd'hui, elle inonde les réseaux sociaux. Je suis un pratiquant des réseaux sociaux et je ne considère pas que les réseaux sociaux soient à jeter. Bon non, bien sûr, pas à acheter, mais à censurer, bien sûr, comme Bill Gates l'a dit. Tout ce qui ne rentre pas dans la pensée unique de cette dictature qu'ils mettent en place doit être jeté. D'ailleurs, on peut voir que bon nombre de youtubeurs se retrouvent avec leur chaîne fermée pour des raisons toujours très obscures. Alors venez tous nous rejoindre sur Odyssée. Sur Odyssée, il n'y a aucune censure et nous protégeons la liberté d'expression. Car la liberté d'expression, c'est aussi notre liberté physique et morale. Le complotisme est quelque chose qui m'inquiète. Et je pense que le complotisme est en partie animé par des gens qui ont des intentions politiques plus ou moins cachées. Et le complotisme a fait des dégâts dans beaucoup de démocraties dans le monde. Le Brésil a basculé de la gauche de Lula à l'extrême droite de Bolsonaro en 4 semaines. L'Amérique de Trump, il y a des exemples partout. Ça m'inquiète pour l'avenir démocratique dans notre pays. Comme le dit très bien Sylvain Trotag, je vous invite aussi à rejoindre sur Odyssée, c'est pas nous les complotistes. Nous, on veut rien d'autre que vivre. On n'a aucun projet politique. On veut juste notre liberté et assurer un avenir décent pour nos familles. Les complotistes, c'est eux, ces imposteurs. C'est eux qui complotent pour nous piller notre argent massivement. Vous me dites, voilà, nous on rend les tests en 7 heures. Ailleurs, dans beaucoup de villes de France, il faut parfois 10 jours, 13 jours, 14 jours pour avoir des tests. Pourquoi vous réussissez là où les autres échouent? Mais parce que je passe moins de temps à parler sur les tables de télévision qu'à travailler. Donc je travaille, je suis ici, je m'organise. Alors écoutons le docteur Sopena s'exprimer sur le sujet, vous allez voir, c'est très surprenant de sa part. Et excusez-moi, le fait qu'en plus on n'ait pas testé les gens dans les EHPAD, c'est la cause majeure de la mortalité de cette première. Mais on voit bien que le professeur Raoult explique à quel point lui, il peut donner des résultats vite, ailleurs on peut pas. Il faudra qu'on explique pourquoi. Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi lui il peut et ailleurs on ne peut pas. Pourquoi lui il peut alors qu'ailleurs on peut pas? Moi personnellement, je suis pas sûr qu'ailleurs on peut pas. Je pense plutôt qu'ailleurs on ne veut pas. Les tests sont un énorme business à 500 millions d'euros par mois. On nous pille encore massivement avec des tests dont bon nombre de médecins nous disent qu'ils sont frauduleux. Par contre, j'ai l'impression que le vent tourne, car vous avez entendu le docteur Sopena se révolter contre les tests. Écoutons ce qu'il disait le 21 septembre. Dans les choses dont on a parlé, il y a une chose très facile, très utile et qui ne coûte pas cher, c'est de se faire vacciner pour la grippe. Il n'est pas exclu que
que ça augmente vos défenses, vous serez au contact avec le virus, mais même si vous l'attrapez, il est possible, je dis bien possible, que vous ayez déjà un petit peu stimulé votre immunité. Mais il n'y en a quasiment pas eu cet hiver. Oui, on a eu de la chance d'ailleurs. Non, mais est-ce qu'on a eu de la chance ou alors parce que tout le monde était confiné? Non, parce que c'était avant. Bah oui. Ça avait commencé à... Enfin, la grippe de cette année, le virus n'était pas un virus méchant. On peut comprendre qu'à ce moment, c'était juste un comique de propagande qui souhaitait vendre le vaccin contre la grippe des laboratoires. Franchement, cet hiver, le vaccin contre la grippe n'était pas méchant selon lui. T'imagines la blague? T'as en moyenne 15 000 morts par hiver de grippe depuis des dizaines d'années. Et cette année, exceptionnellement, seulement 72 morts. Et lui, le docteur, il a raison. Cette année, le virus de la grippe n'était pas méchant du tout. Si dans ce pays, il existe des journalistes d'investigation, moi je fais appel aux journalistes d'investigation, je voudrais bien savoir pourquoi les 2 essais comparatifs avec l'hydroxychloroquine faits dans ce pays, Discovery et l'essai qui a été fait à Angers, ont été arrêtés prématurément, tous les 2, alors que l'hydroxyne donnait des résultats supérieurs au placebo. Ça, c'est du travail de journaliste, et c'est pas jaser sur un plateau. Et oui, moi aussi, j'aimerais en savoir plus sur cette histoire, mais j'imagine qu'on aura les réponses à ces questions l'année 2120, quand tout le monde sera mort. Bref, écoutons ce que dit le docteur Sopena, le nouveau révolté, avec sa veste qui s'est retournée subitement. Moi, il y a une question aussi qui m'a interpellé quand il a parlé d'hydroxychloroquine. Il a dit pourquoi est-ce qu'on a arrêté les essais? Est-ce qu'on a une réponse à ça? Ah ben, c'est un scandale. C'est un scandale économique, je veux dire. La raison, elle est le poids de lobby sur cette recherche. C'est un scandale d'avoir arrêté les essais, vous êtes d'accord avec le professeur? Quand on fait un essai, on va jusqu'au bout. Bah oui, le nouveau révolté, t'as bien raison, on va jusqu'au bout. Alors j'espère que toi aussi, t'iras jusqu'au bout et que tu ne retourneras pas ta veste encore sous peu. C'est incroyable aussi comment CNews a radicalement changé, comment d'un seul coup ils sont en protestation violente contre ce gouvernement. Soit effectivement ce sont de vrais journalistes, soit le milliardaire Bolloré, patron de CNews et de Canal+, n'a pas reçu sa part du gâteau. Vous savez, j'ai eu 3 consuls qui sont venus me remercier, me féliciter, un ambassadeur qui m'a écrit, un président de la République qui m'a écrit, mais qui m'ont écrit, qui me remerciaient d'avoir permis de mettre en évidence et d'utiliser un médicament qu'ils étaient susceptibles d'utiliser. Vous savez, il y a 5 milliards de personnes qui vivent dans des pays dans lesquels l'hydroxychloroquine est recommandée ou proposée dans le traitement du Covid-19. Alors écoutons un gars juste au hasard. Je ne sais pas ce qui marche comme traitement aujourd'hui dans le Covid, par contre je sais ce qui ne marche pas. Il y a un traitement que vous prenez depuis des mois, c'est votre droit, mais il ne marche pas. Je vous le dis très tranquillement, il ne marche pas, ni en France, ni ailleurs. Il est utilisé par des milliards de terriens, c'est tout à fait vrai, dans une maladie qui s'appelle le paludisme. Mais le paludisme n'est pas complètement le Covid. Et dans le traitement et l'indication du Covid, vous pouvez chercher les pays qui sont encore affichés en vert. Ils sont de moins en moins nombreux, puisque les données scientifiques, hélas, on est producteur français, on est le premier producteur mondial de chloroquine. J'aurais adoré que ça fonctionne. Ça ne marche pas, on peut peut-être passer à autre chose. Et maintenant, écoutons un vrai ministre de la Santé, celui du Maroc. Vous dites que certains pays, bien sûr, ont laissé tomber, bien sûr, ce protocole. Je dirais que non. Il y en a certains pays qui se sont bien sûr acharnés et s'attacher encore davantage. Je citerai pour l'exemple la Russie qui est revenue sur la chloroquine, le Brésil qui a traité ses patients par la chloroquine, certains pays d'Afrique bien sûr qui sont sur la chloroquine, et nous avons nous certains résultats qui sont très probants et satisfaisants depuis qu'on avait commencé bien sûr ce protocole-là. Voilà, comprenne qui pourra et surtout qui voudra. Que les gens me croient, mon métier à moi, c'est pas de convaincre ni le gouvernement actuel, je fais ce que je dois. Vous savez, j'ai bien entendu, comme d'habitude, fait plus de publications scientifiques et plus de travaux scientifiques que les autres. On en est à 60 publications actuellement. Très très loin devant tous ceux que vous interviewez d'habitude. Non mais attendez professeur, certains médecins ayant de très gros liens d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques et précisément Gilead font aussi des études très sérieuses et d'un niveau de recherche mondial presque universel. Écoutons tout de suite. En revanche, si jamais on relâche la pression sur les jeunes et on joue la carte de l'immunité collective, le problème c'est qu'on peut pas isoler complètement la population âgée. Je suis désolé, c'est moi qui l'ai publié cet article en disant qu'il fallait isoler la population âgée. Voilà donc là, comme on peut le voir, le jeune épidémiologiste Martin Blanchier qui nous raconte tout et son contraire depuis des mois et qui s'est fait sévèrement recadrer sur le plateau de CNews, a publié une étude d'une importance capitale. Je sais que j'en avais parlé, mais je dois le redire. Il a publié un article comme quoi il fallait protéger les personnes âgées. Dis donc, c'est un futé le Blachier. Il a fait la relation entre l'âge médian des morts du coronavirus, 84 ans, et le fait qu'il fallait les protéger. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment une tête. Vous continuez à nous dire, professeur, que, pour être très clair, que l'hydroxychloroquine, ça marche. Monsieur Brandy, écoutez-moi une seconde. Je vais essayer de vous redire quelque chose. Vous avez assisté à la plus grande
escroquerie que je n'ai jamais vue de ma vie avec la toxicité de l'hydroxychloroquine. Vous l'avez vu, ça. Et ça devrait vous poser la question de savoir, mais attendez, est-ce qu'on me ment ou est-ce qu'il n'y a que là-dessus qu'on me roule dans la farine? Alors écoutons tout de suite un petit extrait du politologue Guillaume Bigot. Depuis Machiavel, le pouvoir assume de mentir, mais un mensonge d'État doit être absolument nécessaire, il doit relever de l'exception et il doit surtout être scrupuleusement gardé. Or, depuis le début de cette crise, Emmanuel Macron et ses équipes ont érigé le mensonge, voire le mensonge assumé, en système de gouvernement. La semaine dernière, Olivier Véran déclarait aux Français qu'avant de fermer les bars et les cafés à Marseille, il avait consulté les autorités locales. On apprendra rapidement que le préfet avait simplement passé un coup de fil à un adjoint de Mme Rubirola 30 minutes avant l'annonce du ministre. Rien à ajouter particulièrement, je vous laisse méditer là-dessus. Est-ce qu'il y a que là-dessus qu'on nous roule dans la farine? Ça n'est jamais arrivé un truc pareil. Jamais. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont réussi à essayer de faire croire et qui ont réussi à le faire croire à des gouvernements et à l'OMS qu'un médicament qui a 70 ans, qui est un des 2 médicaments les plus prescrits de l'histoire de l'humanité, tuait 10% des gens à qui on le donnait. Comment, vous comprenez pourquoi, je sais pas, quand j'étais jeune, on m'a raconté les plus grandes bêtises, on me disait, vous savez, la Tour Eiffel a été vendue 17 fois à des ferrailleurs. Eh bien, écoutons encore Guillaume Bigot pour bien saisir ce qu'il se passe actuellement. Le 10 mars, le même Olivier Véran déclarait « Il n'y a pas de pénurie de masques ». Devant le Sénat, le ministre de la Santé vient pourtant de regretter ne pas en avoir eu suffisamment au moment de sa prise de fonction pour les distribuer aux soignants. Florence Parly a reconnu qu'elle avait menti en déclarant que l'équipage de l'avion militaire qui avait rapatrié nos compatriotes de Wuhan fin janvier avait tous été testés. Alors le pouvoir s'étonne de la dévalorisation de la parole publique, mais il ne cesse lui-même de se contredire. Et puis je veux dire, des contradictions, c'est tous les jours, des fois, plusieurs fois par jour, des fois juste dans la même phrase, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes. Mais vous inquiétez pas, tout va bien, nous sommes sous contrôle. Ils nous protègent, c'est eux qui le disent. Et comment un journal comme le Lancet, qui devait avoir 3 ou 4 éditeurs, 5 reviewers, a pu laisser passer une chose pareille, et quelque chose qui doit amener à réfléchir sur l'état de notre société. Parce que ça, c'est profondément l'état de notre société qu'on peut berner à un point incroyable et qui est si facile à berner qu'elle a oublié, il y a 5 minutes après, qu'elle a été bernée d'une manière absolument incroyable. Non, mais attendez, professeur, là vous tombez dans le complotisme, le mot à la mode. Tu déranges, t'es complotiste. Tu déranges, t'es extrémiste. Tu déranges, t'es raciste. Tu déranges, t'es terre-platiste. Tu déranges, moi je dis stop. Je dérange et je vais pas arrêter de vous déranger. Et nous n'allons pas arrêter de vous déranger. Nous sommes le peuple. Nous sommes 99% de la population. Et nous allons reprendre notre futur en main. Le gouvernement, en fait, veut nous protéger des fake news. Mais qui va nous protéger du fake gouvernement? Les Français ne sont pas des fonctionnaires subalternes, obligés de gober pourtant les affabulations de leurs supérieurs hiérarchiques. Et au-delà des bobards, le manque de considération pour le citoyen est avéré. La haute fonction publique qui monopolise des manettes de l'État ne cesse de nous infantiliser. Souvenons-nous d'ailleurs de l'autorisation que nous avions été contraints de nous signer à nous-mêmes pendant le confinement. Et oui, on nous prend clairement pour des cons, assis, debout, couchés, avec un masque, sans masque, sur un pied, à l'envers, on marche sur la tête, on dort sur une main, nous buvons les mensonges de ces polichinelles d'État qui nous dirigent vers le chaos. Réagissons, rejoignez l'association Bon Sens et rejoignez Odyssée pour la liberté d'expression. Et d'ailleurs, vous savez bien que si vous êtes malade, vous voulez que je vous dise quelque chose, monsieur Morandini, vous avez une très grosse expérience. Si vous êtes malade, la semaine prochaine, vous allez m'appeler. Je pense. Ben voilà. C'est la réponse à votre question. Moi, je pense, effectivement, ben, je suis honnête. Parce que c'est ce qui se passe tout le temps. Voilà. Je peux vous le dire, c'est comme ça que ça se passe. Et oui, clairement, le professeur Raoult ne peut pas dévoiler qui il a soigné pour des raisons de secret médical. Mais sa phrase n'est pas lancée au hasard. On peut bien comprendre que certains hauts placés sont certainement venus le voir se faire soigner chez lui. Et enfin, écoutez attentivement, mes amis. Le pacte social repose sur l'échange de l'obéissance contre la protection, pas de l'impuissance contre le mensonge. Quant à la souveraineté nationale, rappelons que si elle s'exerce par ses représentants, elle appartient de manière inaliénable au peuple. La souveraineté nous appartient, nous sommes le peuple et ces imposteurs sont censés nous représenter. Nous voyons bien tous ensemble qu'ils ne nous représentent pas. Ils pillent notre pays, détruisent nos services sociaux, détruisent nos acquis sociaux, détruisent notre vie sociale, détruisent notre santé, détruisent notre vie. Rejoignons tous l'association Bon Sens.
Regardez dans les commentaires ci-dessous, c'est très important. Venez aussi nous rejoindre sur Odyssée. C'est aussi très important. On comprend très bien que Véran et Bill Gates veulent vraiment encore plus censurer les réseaux sociaux. Et ça, ce serait la fin des haricots pour nous tous. Nous serions tous en cage devant la propagande de cette dictature. Rejoignez-nous tous avec le lien d'invitation qui est ci-dessous. Vous gagnerez en plus une récompense pour aider vos créateurs préférés. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.